tous, Aurélien Broussel-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui Seb Durand. Bonjour à tous. Merci de venir, c'est cool. Avec plaisir. On va parler de très haut niveau, Seb Durand qui est le préparateur physique de Dimitrov, donc dans le tennis, et qui va nous parler justement de la prise en charge du joueur, ce qui est particulièrement pertinent en tennis. Oui. L'individualisation, vous en savez quelque chose. Ouais, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que si surtout dès le départ on n'a pas les bonnes informations, si on ne se pose pas les bonnes questions, si on n'a pas notamment une écoute que j'appelle une écoute active, on se plante. On peut avoir tout ce qu'on veut, le meilleur contenu de la planète, les meilleurs tests de tout ce qu'on veut. Si on prend la mauvaise direction dans la première demi-heure, c'est de cet ordre-là. On a de grandes chances de se planter, quoi, tout simplement. Alors, c'est quoi les bonnes questions, justement ? Les bonnes questions, c'est il y a plein de facteurs. Le premier, déjà, c'est poser des questions, s'informer, s'interroger. Pourquoi, par exemple, dans le cas du joueur de tennis, quel type de surface il aime, pourquoi il joue de cette manière-là, est-ce que c'est parce qu'il aime ou est-ce que c'est parce qu'il ne s'est pas posé la question, quelles sont ses qualités physiques sur le jeu, donc vraiment partir du jeu et de l'activité. Ça, c'est un premier élément. Donc ça part vraiment d'une observation active. Et d'une compétence fine dans la discipline. Il faut connaître aussi la discipline, ça aide, parce que sinon, évidemment, on a l'impression qu'il fait des coups droits et des revers et qu'il joue très très bien. Oui, d'accord, mais il faut aller un peu plus loin, parce que justement, il y a peut-être des besoins qui sont en rapport avec ce coup droit et ce revers, mais il faut peut-être que ce soit plus offensif, qu'il aille plus vite vers l'avant, ou que, différents, il y en a plein, c'est à l'infini. Le deuxième aspect, c'est aussi tenir compte de son vécu sportif. Est-ce que c'est un joueur, est-ce que c'est une joueuse qui à un moment donné a fait beaucoup de physique, pas beaucoup de physique, est-ce qu'il attache de l'importance ou pas? Parce qu'il y a des joueurs pour qui aller dans la salle, le workout of the day, c'est le workout of the day, et s'il n'y a pas ça, ils ne peuvent pas dormir. Et il y en a d'autres pour qui le physique, ça blesse, quoi. Donc, du coup, ça, faut aussi en tenir compte. Parce que si on arrive, on pense qu'un joueur, la dernière fois qu'il était en salle, il s'est blessé, et puis qu'on arrive et on dit, on va commencer par une bonne séance de muscu d'entrée, bim, là, direct, il y aura forcément un décalage et une problématique à gérer. Qui n'aurait peut-être pas été gérée, n'aurait pas dû être gérée, si à un moment donné, je m'étais posé les bonnes questions. Est-ce qu'en muscu, est-ce qu'il travaille pas, est-ce qu'il a l'habitude ou pas? Donc il y a vraiment ce vécu sportif, bien sûr l'expérience, les habitudes et ainsi de suite. Et il y a derrière forcément les croyances. Les croyances, ça c'est extrêmement important parce qu'il y a des joueurs qui ne jurent que par un footing, d'autres qui détestent faire un footing, certains qui adorent la muscu, d'autres pas du tout, d'autres qui ont besoin de leur séance de yoga pour qui la mobilité est super importante, d'autres pas du tout. Il y a toutes ces croyances-là. Et le dernier chapitre qui est extrêmement important et que je regarde aussi beaucoup, c'est ce que j'appelle l'environnement. L'environnement, c'est la famille, éventuellement les amis, mais la famille, quand c'est des plus jeunes, c'est les parents. Comment sont les parents? Est-ce que les parents sont derrière, poussent, encouragent? Ou au contraire, est-ce qu'ils sont très distants, ils ne s'en occupent pas? Mais quel discours ils tiennent par rapport, même jeunes ou moins jeunes, parce que même nos parents, ça reste nos parents. Donc un joueur ou une joueuse qui a 24, 25, 26 ans, on pourrait se dire, c'est bon. Mais le père ou la mère, quand il vient et qui dit là t'as été nul ou qui a des propos négatifs, ça a un impact. Énorme. Qu'on le veuille ou non, même si on pense que ça y est, il est grand. Surtout et dans ces voilà. sports où l'individu a été énormément porté par la famille souvent. Ouais, au départ, c'est un projet qui est très souvent familial. Que ce soit techniquement ou financièrement. Ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est des grands secteurs où il faut vraiment faire une photo du joueur ou de la joueuse à cet instant où on va prendre en charge le joueur et se poser les bonnes questions. Sinon, on oublie complètement Sinon, on n'a pas les bonnes réponses. Et, voilà. Et puis surtout, on part vers quelque chose qui est faux, quoi, tout simplement. Le grand piège que j'observe assez régulièrement, ce sont les collègues qui arrivent et qui vont poser une méthode sur n'importe quel joueur. Ouais. Voilà. Ma méthode, et le joueur doit s'adapter à la méthode. Ouais. Alors d'une certaine manière, j'ai vu ce type de fonctionnement marcher sur des systèmes
énorme. Sur des systèmes où on a énormément de sportifs, des systèmes d'Europe de l'Est, où on a beaucoup de talent, et voilà, on va poser un cadre, vous rentrez. Ceux qui en passent, pas grave. Ouais, ça c'est le haut niveau. Ouais, c'est le haut niveau. Il faut faire ça pour accéder au niveau. C'est Bollettieri, dans les années 90. Sont sortis Jim Courier, Agassi. C'est des drillers, toute la journée, et puis tu frappes des balles. Et là, c'est parti. Et puis, forcément, celui qui reste, il est très fort. Oui, et puis il y a une forme aussi, presque irrationnelle de... on y croit tellement, tout le monde y croit tellement à un moment donné que ça va marcher, quoi. Le problème, c'est le gâchis. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans l'individualisation pure, on se retrouve avec beaucoup de gens qui passent à côté du truc. Ouais. Et c'est pour ça que je te rejoins complètement. C'est que, en tant que préparateur physique professionnel, pour moi, je suis une forme de décathlonien. C'est-à-dire que je ne suis pas ultra, en tout cas, c'est comme ça que moi, je me définis. Je ne suis pas ultra spécialiste dans un domaine. Mais par contre, j'ai plein de tiroirs dans lesquels je suis spécialiste, pas ultra, mais spécialiste. Et à partir de là, en fonction des besoins du joueur, de la joueuse et des moments, peut-être que je vais... Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais aller un peu plus sur la mobilité parce que cette personne-là en a plus besoin ou parce qu'elle croit beaucoup en ça, ou un peu plus sur l'aspect physio, ou un peu plus sur le spécifique. Parce qu'il y a des joueurs aussi pour qui aller sur le terrain, c'est quelque chose d'essentiel. Et travailler leur physique sur le terrain, c'est essentiel. Donc, c'est un curseur à mettre. Et pour ça, il faut être vraiment ouvert et pas obtus. Parce que, pour moi, surtout, comme on disait, on a 50 joueurs. Et on peut se le permettre et, entre guillemets, on se moque un peu du résultat ou de ce que pensent les parents, l'environnement, les joueurs. C'est comme ça, c'est ma méthode, tu viens chez moi, c'est comme ça et marche ou crève. Ok, c'est une option. Maintenant, quand on a un joueur, deux joueurs et qu'on est dans la précision et ainsi de suite, et qu'on a un joueur et qu'on doit chercher à obtenir le maximum de potentiel de ce joueur ou de cette joueuse, là, on peut pas raisonner comme ça, c'est pas possible. Mais ça implique aussi de temps en temps d'avoir un vrai retour sur soi et de se poser aussi les bonnes questions. Et il faut être humble, très humble, je pense. Il vaut mieux avoir 100% d'un truc auquel on croit moyennement que 50% d'un truc dans lequel on est notre méthode qu'on a créée, dont on est fan, très fier, etc. Mais dans laquelle ne se reconnaît pas le sportif. J'imagine que tu as eu plein de joueurs ou de joueuses qui t'ont dit non, moi ça, t'arrêtes, quoi. Ouais, ça, ou même par l'écoute, on le sent, on le sait, on le voit, on l'observe, on écoute, on voit quelles sont les habitudes et on voit tout de suite. Et la manière dont j'ai été amené à entraîner Serena Williams, dont j'entraîne Grigor maintenant, c'est évidemment pas la même chose du tout. Quand on entraîne des juniors filles, les meilleures du monde, c'est pas pareil. Voilà, c'est des choses aussi bien au niveau des méthodes que du coaching. Pour moi, on est vraiment des coachs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire passer le message. C'est ça qui est important, parce que nous, on a peut-être un super contenu, mais si pédagogiquement, on n'est pas capable de faire passer ce message et d'obtenir le maximum du potentiel du joueur au travers d'une... Ça ne marche pas. C'est vrai que notre métier, on est toujours axé sur les sciences dures, sur la physiologie, l'anatomie, la mécanique, et on en oublie la base fondamentale de l'animation et de la pédagogie. Ouais. Ah oui, ça c'est... Et on est avant tout ça, en fait. Avant tout des mecs de terrain qui animons une séance. Ouais. Et c'est faire des choses simples. Moi, je prends toujours un exemple que j'aime beaucoup, qui est très simple. Il vaut mieux avoir un joueur et avoir un contenu, on va dire, qui ne soit pas dangereux, mais qui soit simple, où on ne réinvente pas la notion de préparation physique. 20 minutes, tu fais que des montées de genoux. Je caricature, mais des choses très simples. Tu fais des montées de genoux, des talons-fesses, tout le monde connaît. Mais par contre, par ce qu'on va apporter, par les mots, on va obtenir la confiance du joueur, on va obtenir un dépassement de soi, on va obtenir du plaisir et l'envie de revenir. Et alors que pourtant, le fond, il est super simple. Mais par contre, la forme va être exceptionnelle. Et à l'inverse, je peux avoir une super séance, je peux avoir préparé tout, mon circuit, mes machins, je peux avoir mon beeper pour mon intervalle, mes steps, mes cordes, mes poids, mes trucs, tout ce qu'on veut. Mais si moi, à l'intérieur, mais je suis chiant, il ne va rien en ressortir. Le joueur, il va venir, il va faire son exo parce qu'il faut le faire. Et puis, fatalement, il ne s'engagera pas vraiment dans chaque répétition qu'il va faire.
Et puis derrière, est-ce qu'on en obtiendra vraiment tout ce qu'on a voulu? Non. Alors, sur le papier, on a préparé la séance, on est dans le super microcycle, tout ce qu'on veut. Tout est calibré, Tout dans l'ordre. C'est magnifique. Mais on n'amène pas le feu sacré. Et après, en compétition, le plus important, je suis un peu à l'extrême, mais je préfère avoir un joueur, moi, sur le terrain, qui se sente injouable et très fort physiquement, et quand le 3e set va commencer et que ça va faire 2h30 ou 3 heures de jeu et qu'il fait 40 degrés et qu'il va se dire de toute façon je suis un Golgoth et l'autre qui est en face je suis plus fort que lui, alors que c'est pas forcément le cas, mais il vaut mieux ça qu'un joueur qui est super, tout ce qu'on veut, qui est super fort physiquement et qui à un moment donné mentalement n'aura pas conscience de ces qualités-là, et quand il va arriver au moment important, ou s'écrouler, ou se dégonfler, ou il ne va rien se passer, quoi. Il ne va pas utiliser ces qualités-là. Donc, et ça, qui apporte cette confiance? Comme je parlais tout à l'heure, c'est l'environnement, c'est la forme qu'on apporte sur les entraînements, c'est tout ça. C'est cette influence au quotidien. C'est au quotidien. Et j'ai envie de dire, je vais même encore plus loin, c'est pendant la séance, mais c'est aussi tout ce qui se passe en dehors. On sait, il y a plein d'expériences qui sont menées là-dessus, sur des répétitions de mots négatifs toute la journée, et ainsi de suite. À un moment donné, la performance diminue. Pas les qualités physiques, mais la performance diminue. Parce que si on écoute des musiques tristes, si on parle à des gens dépressifs toute la journée, si on regarde des films démotivants, et ainsi de suite... On ne gagne pas Roland Garros. On n'est pas dans un bon mood. Non, mais c'est vrai que le prep physique, c'est un des garants. C'est pour ça que j'aime bien cette image d'animateur, quelque part, parce que c'est un des garants de l'énergie positive. Mais bien sûr. Et un des détenteurs de l'énergie positive. Il l'apporte, il l'amène avec lui. Et souvent, pardon, je te coupe, mais souvent cette image d'animateur, elle paraît pas bonne. On croit que c'est l'animateur de colo qui va faire, mais pas du tout. C'est au contraire. C'est très négatif, je suis d'accord avec toi. Et il y a certains sports dans lesquels on ne performe pas d'ailleurs, où on voit les entraîneurs qui sont d'une tristesse, mais qui viennent faire les séances en jean et en chaussures. Déjà ça me hérisse le poil. Les bras croisés dans un coin en train de regarder la séance. Il n'y a pas le feu là. Là il n'y a pas le feu. Et à la fin il n'y a pas de magie. Non. Il n'y a pas de miracle. Non, et ça se retrouve. Gagner Roland Garros, c'est un miracle. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Et puis surtout... Voilà, à un moment donné, il va falloir faire cette... Mais bien sûr. Ce truc en plus. Il faut, mais bien sûr. Et c'est ça qui va déclencher des choses. Sinon, on est bon, on est moyen bon, c'est-à-dire qu'on va faire les bonnes choses, on va aller à la salle. Et ce qui est très bien, c'est déjà une bonne chose. Mais il manquera ce moment qui fait que, surtout qu'on est dans des sports, en tout cas au tennis, sport individuel, où à un moment donné, on doit prendre des décisions. Et quand on est au service et qu'on a balle de break et qu'on est à 5-5 au 5e set, que ça fait 4h30 qu'on joue et qu'il fait très chaud et qu'il y a 15 000 personnes dans le stade et que là on tape sa balle avant le service, moi je ne l'ai jamais vécu, mais j'ai entendu de nombreux témoignages évidemment, à un moment donné, c'est pas sur l'instant que ça se travaille ça. Parce que le service, la deuxième balle, ils savent faire une deuxième balle, c'est pas le problème. Mais c'est qu'est-ce que j'aurais mis en avant des jours, des semaines, des mois avant, qu'est-ce que j'aurais construit dans cette préparation au quotidien qui fait que je vais décider d'aller sur cette zone-là et que j'aurai une confiance absolue en ce que je vais faire. Je n'aurai aucun doute. Aucun doute. Aucun. Et ça renvoie effectivement à ce que tu disais tout à l'heure. Quelles questions on se pose et quelles questions on pose. Et ça se joue des fois dans les 30 premières secondes de la prise en main. Ah oui, tout de suite. Tout de suite. C'est les premiers contacts, hein. C'est les premiers contacts, c'est les premiers mots, c'est les premiers exercices qu'on choisit. Moi, je me souviens, quand j'arrive, j'ai Serena Williams qui arrive. Bonjour, Serena Williams, bonjour. Je sais, Sébastien Durand. Je connais un peu. Voilà, donc, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec elle? Où on va? Donc là, on se pose les bonnes questions. Évidemment, j'avais pris des infos avant, mais on se retrouve en face de quelqu'un qui est une championne, une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire, qui a déjà tout gagné, qui a vécu des centaines et des milliers d'heures d'entraînement physique, des dizaines de milliers d'échauffements, de séances physiques. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait parce que moi, je sais derrière, je sais ce que je veux faire.
J'ai mon objectif. Je sais où je veux aller. Je sais comment je veux que ce soit. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. Je ne sais pas comment je vais le faire, même si j'ai des idées, évidemment. Je ne me pointe pas comme ça. Mais quelle solution je vais mettre en place pour arriver à obtenir ce résultat? Parce que par contre, le résultat, je ne le lâche pas. Je le veux. Je veux qu'à un moment donné, elle soit plus rapide sur son changement de direction. Je veux que quand elle vient vers l'avant, ce soit plus rapide. Je veux qu'elle marque, peu importe les objectifs, mais ça, je les ai en tête. Et je sais derrière comment je veux travailler. Je veux qu'au niveau préventif, elle se tordait souvent la cheville. Je veux qu'on arrête de faire des entorses au niveau de la cheville. Donc faire un gros travail là-dessus, un travail d'appui. Bon, voilà, je le sais. En revanche, les options pour développer ça sont pléthore. Voilà. Et certaines auront du sens pour elle et d'autres pas. Voilà. Alors, c'est marrant, moi je me pose 2 questions. Enfin, il y a 2 questions qui se posent quand je prends en main une nouvelle. Une question pour moi, une question pour elle. Mmh. La question pour moi, c'est qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Ouais. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Là, maintenant, tout de suite, dans mon programme, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Parce que c'est pas le tout d'être persuadé que l'haltérophilie ou le squat complet va lui permettre d'être une meilleure volleyeuse, par exemple. Mmh. Ça, on a la certitude, ok, d'un point de vue mécanique, on a les infos scientifiques, etc. Si elle n'est pas capable de faire un squat complet, ça ne va pas nous avancer à quoi que ce soit. Il va falloir déjà régler d'autres choses d'abord. Donc la première question que je me pose, c'est de quoi est-elle capable? Donc là, on renvoie à un certain nombre de tests, d'évaluations, de mouvements, mais c'est vrai aussi pour l'endurance, c'est vrai aussi pour la force max. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ok. Et la deuxième question, elle est pour elle. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Et une éventuelle troisième question dans le cas, parce que ça c'est rarissime, mais j'ai eu la chance comme toi d'avoir des sportifs qui avaient déjà tout gagné quand je les ai eus, presque tout gagné. Donc là, il faut être encore plus humble par rapport à notre rôle dans tout ça. Oui. Et pour moi, un complément, quelque chose qui va peut-être parfois faire passer le voilà, cap. une petite pierre à l'édifice. Parfois qui va permettre de sortir d'une situation compliquée et souvent d'éviter de se blesser. Mais guère plus. Et là, la question pour Serena Williams, c'est qu'est-ce qui, par le passé, t'a déjà fait gagner? Alors, en quoi tu crois? Qu'est-ce que tu sais qui marche? Que ce soit vrai ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce que tu sais? Mais bien sûr. C'est tel exercice, j'adore cet exercice en échauffement, je sens que ça me fait du bien. Eh ben, tu sais quoi? Super. On garde. Je signe. Voilà. Et ouais, mais bien sûr. Quelqu'un qui a prouvé, parce que ce qui compte, c'est là où aussi il faut pas se voiler la face. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas les moyens, c'est le résultat. Donc à un moment donné, tu as gagné 10, 12, 15, 20 grands chelems et tu t'es échauffé et tu as fait tel exercice à chaque fois. Pourquoi est-ce que moi, je vais arriver et dire, tu sais quoi, cet exercice-là, non, change tout, fais d'échauffement, fais comme ça. Je serais complètement irresponsable, et fou et malade. Et puis surtout, et elle aurait raison, ou peu importe, là on prend son exemple à elle, mais à un moment donné, il me dirait, bah écoute, t'es gentil, mais moi j'ai gagné comme ça, donc tu veux me faire ça, mais non, c'est pas possible. Donc voilà, fin de la relation, terminée, merci, au revoir. Et oui. À défaut de savoir ce qui fait gagner dans l'absolu, c'est partir. Fait gagner elle. Exactement. Et puis c'est partir de cette base et comment petit à petit on va améliorer les choses, comment on va affiner. Et après, pour répondre à ta question aussi, c'est ça, c'est se dire, être très observateur au début, parce qu'on reprend l'exemple de Grigor. Grigor, je sais exactement que cette séance-là aura tel impact sur lui, que ça va être comme ci, que ça va être comme ça. Je sais quoi attendre. J'ai très peu de surprises parce que comme je l'ai très souvent et depuis de nombreuses années, je sais exactement comment il va répondre, quelle séance il va aimer, qu'est-ce qui va lui faire du bien et ainsi de suite. Même si on sait que c'est, encore une fois, pas forcément toujours dans le bouquin. Mais à l'inverse, au départ, ne sachant pas forcément, comme tu dis, comment va réagir, comment va répondre la personne, aussi bien psychologiquement que physiquement, ça va être surtout dans l'observation, dans la capacité à récupérer. J'ai fait des exercices qui pour moi me semblent très simples. Bon voilà, et le lendemain, elle peut plus marcher parce qu'elle a des courbatures au quadri par exemple, ou des choses comme ça. Là, je peux me dire, ok, là, attention, ça veut dire que tel input a eu tel effet. Donc moi, attention, sur ma charge d'entraînement, je sais que là, j'ai ça. Et là, observation et après adaptation, de toute façon, toujours en permanence. Ça, c'est essentiel. Bien sûr. Ok, écoute, très très intéressant vaste sujet. Vaste sujet. Exceptionnel. Et pourtant, parfois finalement assez simple. On n'est pas là pour imposer une méthode, pour défendre une église. On est là pour faire de la performance. Et du coup, à la fin, c'est observer et faire un petit peu comme un travail vraiment d'ingénieur, là où on a un problème face à nous, une personne complexe, avec toute sa richesse, tous ses besoins,
la finesse de sa discipline, de la façon dont elle l'aborde. Et nous, on monte un projet en fonction. Quoi. Ouais, on s'adapte. Et c'est fatalement différent d'un joueur à l'autre. Et il faut être clairement empreint d'un maximum d'humilité par rapport à ça. Ouais. Génial, merci. Avec plaisir, avec plaisir. Épisode. À bientôt. Ouais.